Salut à toutes et à tous, je suis Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. C'est déjà le 40e épisode et pour fêter cela, j'accueille un invité de marque en la personne de Germain Delos qui est kinésithérapeute et que vous connaissez sans doute pour sa chaîne Je vous épaule sur Instagram et Facebook. En plus d'être un créateur de contenu et d'aider les kinés et les patients dans leur quotidien, il a une activité clinique centrée autour des problématiques d'épaule et intervient également en formation initiale et continue. Étant donné que nous allons aborder un thème que j'affectionne particulièrement au vu de mes activités, j'ai voulu construire le podcast autour de 10 questions qu'on me pose souvent en formation initiale ou en formation continue, bien sûr pour les problématiques d'épaule tendineuse. Dans cette première partie, nous évoquons le supraépineux, la place de l'imagerie, le triage et l'examen clinique pour les patients donc, qui consultent avec une douleur d'épaule. En plus d'être un organisme de formation, GMK stocke sur son site d'autres épisodes, des conférences et des cours gratuits. Rendez-vous au www.gem-k.com dans la rubrique blog ou podcast pour profiter de tout cela. Chaque épisode est suivi d'infographies récapitulatives une semaine après la parution sur nos comptes Instagram et Facebook. Là encore, abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations que nous publions 2 fois par mois. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Vous en avez l'habitude maintenant, j'essaie tous les mois de faire intervenir une personne qui est en général kiné pour parler d'un sujet autour de la kinésithérapie. Alors par le passé on a déjà parlé de beaucoup de choses, par exemple de pathologies comme l'entorse de cheville, comme des douleurs de genoux, mais également des choses un petit peu plus étonnantes comme par exemple la pratique de la kinésithérapie au Japon ou encore des éléments sur le droit en kinésithérapie. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper content de recevoir quelqu'un qui est très connu, puisqu'il est essuyé par énormément de monde autour de l'épaule, en la personne de Germain Delos. Bonjour Germain, Salut Mathieu. comment vas-tu? Bon, écoute, très bien. Merci pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de parler de l'épaule. Je sais que tu es aussi autant passionné que moi sur le sujet, donc on va essayer de pas trop déborder, mais c'est toujours un réel plaisir d'échanger sur ces sujets qui sont passionnants. Oui, je suis complètement d'accord. Avant de démarrer, du coup, comme tu l'as souligné, je voulais juste quand même annoncer quelques liens d'intérêt. Déjà, ce podcast il est hébergé par GMK, c'est une entreprise que je co-dirige. Et en plus, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui m'intéresse beaucoup puisque je suis kinésithérapeute, je suis enseignant dans le domaine de la thérapie manuelle orthopédique, la TMO, pour lequel j'organise des cycles et j'interviens également pour les pathologies d'épaule, hein, principalement les pathologies tendineuses et les épaules gelées. Donc forcément, j'ai des gros liens d'intérêt, des grosses appétences avec cette thématique. Alors, j'ai voulu proposer à Germain un podcast qui va être comme d'habitude coupé en 2 parties autour de 10 questions clés qu'on nous pose quand on fait des cours ou que les patients nous posent. Et on va essayer de brasser assez largement cette épaule douloureuse avec peut-être un petit focus sur l'épaule tendineuse, mais sait-on jamais, peut-être qu'on débordera. Donc on va passer les questions les unes après les autres, mais avant ça, Germain, est-ce que tu peux te présenter, même si beaucoup de gens te connaissent déjà? Ouais, bien sûr. Merci déjà pour l'invitation. Moi, je suis kiné depuis 2012 sur Rouen. J'ai une pratique exclusive de l'épaule depuis 2014, donc j'ai assez vite bifurqué voilà, sur une pratique exclusive. Sur mon cursus de praticien, moi, je fais du libéral à, comment dirais-je, à 100%. Je me suis beaucoup formé et je continue encore à me former très, très régulièrement sur ce domaine-là. J'ai monté une formation avec Aziz l'année dernière, justement sur les pathologies de l'épaule, comment on peut optimiser sa prise en charge en libéral. Et voilà, sur mon emploi du temps type, j'ai 3-4 jours de consultation et puis après le reste, c'est de la formation. J'interviens aussi également dans les écoles de kiné, principalement à Évreux. Je fais un peu de prévention en entreprise quand il y a des demandes voilà, particulières. Voilà ce que je fais de mes journées. Je fais pas mal de sport, j'ai des enfants, enfin bref. Voilà un peu mon emploi du temps type et voilà la présentation un peu rapide qu'on peut faire de moi.
Ok, donc ouais, tu as une activité libérale et également d'enseignant. C'est intéressant. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai l'impression que les deux s'enrichissent entre l'enseignement et la pratique libérale. Je sais pas si tu as le même ressenti. Complètement, complètement. C'est un équilibre à trouver qui est pas simple au début parce que forcément on a un flux de patients qui est important et tu te décharges un peu du cabinet pour faire d'autres types d'activités. Donc c'est un équilibre à trouver. Après on en discutera peut-être dans la manière d'appréhender justement l'exercice libéral et sur la fréquence des consultations ou autre. Ce qu'on voit beaucoup quand on discute avec des kinés, c'est que en tout cas moi j'ai une manière de faire qui est peut-être pas la norme, on va dire en kiné, on voit souvent nos patients de manière assez régulière. Donc le fait de m'absenter régulièrement du cabinet, vu ma manière de fonctionner, ça perturbe pas trop le rythme des consultations ou autres. Donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver, surtout au début quand on modifie son, son rythme d'activité, quoi. Oui, je partage le même point de vue que toi. Il se trouve qu'au début de ma carrière, je voyais les gens de manière assez fréquente et au fur et à mesure du temps, en fait, par la force des choses, j'ai commencé à les voir une fois par semaine parce que j'étais occupé pour les cours. Voir une fois toutes les 2 semaines en fonction des atteintes, je pense notamment à l'épaule gelée. Et je me suis rendu compte que bah, c'était pas pire, voire même que c'était beaucoup mieux dans certains cas. Donc ça me fait plaisir d'en discuter et d'être en accord avec un Et confrère là-dessus. la science nous dit quand même des choses intéressantes sur ce sujet-là. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais il y a tout plein d'études qui montrent que même si on voit qu'une seule fois le patient, par exemple, en termes de consultation avec des conseils, avec de la réassurance, avec une proposition aussi de traitement à mettre en place, et même pourquoi pas des suivis à distance, des fois ça a autant de valeur que quelqu'un qui va venir au cabinet assez régulièrement. Et sur la neuroscience de la douleur, on désensibilise aussi le patient par rapport à la douleur qui pourrait un peu focaliser avec de l'attention en permanence. Et ça autonomise le patient, ça le responsabilise aussi. Souvent, on a peur de partir dans des démarches comme ça, où quand tu vois ton patient, tu lui dis, bon, ok, on se revoit dans 3 semaines. Par contre, il y a des choses à mettre en place. Des fois, ça peut faire peur un peu à nous-mêmes, en tant que professionnels, en disant, mais si ça va pas, comment ça va se passer ou autre. Et en fait, on se rend compte que globalement, le patient, il est responsabilisé par rapport à ce qu'il doit faire et que quand dans 3 semaines, on va se revoir, s'il n'a pas fait les choses, bah, ça va être compliqué d'évaluer ce qu'on a essayé de mettre en place. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ultra intéressantes dans cette manière d'approcher les gens, tout en sachant qu'il ne faut pas être figé et que on peut très bien voir 2 fois le patient la semaine, comme le voir une fois toutes les 3 semaines. Voilà, il faut se sentir libre par rapport à ça, mais pas faire les choses de manière très récurrente, quoi. Ok. Alors, on va démarrer sur la première question qui revient souvent. Je me suis pas trop pris la tête, j'ai pris les questions qui me reviennent lorsque je suis en cours avec les collègues ou avec les étudiants en IFMK. Et donc, une première question qui revient assez souvent, c'est le supraépineux et ce fameux starter de l'abduction. Donc, ma première question sera est-ce que ce supraépineux est-il vraiment le starter de l'abduction, comme on le dit peut-être presque de façon mythique? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ce muscle en particulier et la coiffe en général? Il y a beaucoup de mythes comme ça qu'on se transmet de génération en génération et je pense qu'on est à peu près de la même génération, on a dû avoir le même type d'enseignement. Euh, En fait, quand on commence à fouiller un peu dans la science, on a quand même des éléments de réponse qui sont assez intéressantes, des études sous EMG où ils commencent à mettre des capteurs au niveau de l'épaule pour voir effectivement quand on fait un mouvement sur le côté, une abduction, voilà, qu'est-ce qui vient se contracter. Alors effectivement, on a ce supraépineux, mais on se rend compte que le supraépineux, je pense que maintenant c'est acquis pour beaucoup de kinés, ne peut pas marcher de manière isolée ou comme l'infraépineux, le supraépineux ou autre. Et que du coup, on a vraiment une co-contraction, on a une préactivation de la coiffe. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on veut faire un mouvement, on va envoyer un message à notre cerveau qui va venir corticaliser, donner une réponse et de venir faire une préactivation de la coiffe, justement pour stabiliser cette tête humérale ou donner de la fonction au niveau de l'épaule. Donc dire que le supraépineux, c'est le starter, c'est pas faux, mais c'est pas de manière exclusive. Et on se rend compte qu'on a beaucoup d'autres unités motrices qui viennent se préactiver avant, et on peut pas le réduire simplement au, comment dirais-je, supraépineux. Mais tout ça, ça partait d'un principe que le supraépineux fait que juste de l'abduction, et que du coup, dès qu'on commence à faire de l'abduction, on vient favoriser potentiellement que ce supraépineux.
La science avance et voilà, on sait très bien qu'on peut pas isoler la coiffe de manière individualisée et du coup, bah, ce mythe, c'est vraiment pour le coup un mythe qui fait dire que c'est une affirmation qui semble être fausse. Mais par contre, on a bien une préactivation de la coiffe, donc on a autant quasiment du subscapulaire que du supraépineux, par exemple, sur le starter d'un mouvement, quoi. Je pense que tu es un peu d'accord avec moi. Ouais, complètement. On peut même inviter les auditeurs qui nous écoutent à lire un super article qui avait été écrit par Aurélie Moréchon et Adrien Palot, que l'on salue au passage si jamais ils nous écoutent. Dans Kiné la revue, c'était il y a 6 ou 7 ans, j'ai plus la date exacte en tête. Le titre c'était Le supraépineux 2.0. Justement, ça revient sur les mythes et sur l'action de ce muscle. L'avantage, c'est qu'il est en français, pour ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare. Il y a autre chose aussi qui me revient souvent après ce mythe du supraépineux starter. Il y a aussi cette espèce de mythe qui persiste entre le conflit, la tendinopathie et la rupture qui évolue euh, presque de façon irrémédiable. Ouais, ouais. C'était un peu les stades de Nier où à l'époque on disait, comment dirais-je, t'es un peu décentré, après c'est une inflammation de la bourse, après c'est une inflammation du tendon, et c'était une porte d'entrée comment dirais-je, à quelque chose. Même si en réalité on se rend compte que la majorité des ruptures de coiffe touchent de manière préférentielle le supraépineux. Donc ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose avec ce supraépineux. Mais dans la même dynamique que ça, on se rend compte que plus le supraépineux est touché, enfin, plus il y a une atteinte du supraépineux de manière isolée, moins ça a de conséquences au niveau de fonction, au niveau fonctionnel, au niveau de l'épaule, par rapport à un subscapulaire ou toute une coiffe postérieure. Donc en fait, on a peut-être un peu mystifié ce supraépineux parce qu'il y avait beaucoup comment je dirais, de ruptures, soit transfixiantes, superficielles, profondes, pour mettre beaucoup de théories autour de ce supraépineux. Mais en fait, on se rend compte que dans la clinique, quand j'ai un patient qui vient me voir avec une rupture superficielle du supraépineux, je lui dis que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, on se rend compte dans le temps qu'on peut garder quand même une bonne fonction, à contrario de d'autres types d'atteintes au niveau de la coiffe, quoi. Donc, il faut peut-être en avoir un peu moins peur de ce supraépineux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour en avoir moins peur, ça me fait une très belle transition pour ma deuxième question peut-être, qu'il faudrait redéfinir la place de l'imagerie. Parce que assez souvent, Ouais. nos patients viennent avec des échographies, on leur a dit qu'il y avait une rupture dégénérative du supraépineux. Donc ma seconde question, c'était toi en tant que kinésithérapeute, au quotidien, comment tu gères cette imagerie? Qu'est-ce que tu en fais? Et pourquoi c'est important ou pas Ouais, d'ailleurs? OK. Déjà, je me remets toujours à la place du patient, c'est que le patient, qu'est-ce qu'on lui a dit par rapport, heu, au fait de passer une imagerie? Il va consulter un médecin parce qu'il a des douleurs d'épaule. Première chose que le médecin normalement va lui dire, c'est: «Écoutez, on va passer une imagerie pour voir pourquoi vous avez mal à l'épaule». Donc le patient, il vient corticaliser le message de: «Je vais passer une imagerie pour savoir ce que j'ai dans l'épaule». Souvent, il y a un délai, donc il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Une fois qu'il a passé l'imagerie, généralement, il y a un commentaire, une conclusion, partie grasse, bien visible. Du coup, le patient, il garde ça en tête. Des fois, il voit le radiologue qui lui dit, bah voilà ce qui se passe dans votre épaule, qui émet des ébauches de traitement. Généralement, les radiologues, c'est pas pour les critiquer, mais ils vont vite dans la conclusion et pour eux, c'est un peu binaire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va aller, ça va pas aller. Donc déjà, il faut se mettre à la place du patient, il faut faire attention de ne pas dire au patient, ce que je vois un peu trop souvent, c'est les imageries, ça sert à rien, on les bazarde et puis voilà. Parce que le patient, il a beaucoup d'attentes par rapport à ça, et des fois, c'est le seul moyen de justifier en fait les douleurs du patient. Donc généralement, moi, les imageries, vu que tous les patients arrivent avec, je les prends. Si le patient me parle tout de suite de l'imagerie, bah, je vais regarder l'imagerie, et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que le patient a gardé en tête de cette imagerie. OK? Qu'est-ce qu'il en a retenu? Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire, de pas faire? Comment il réagit depuis qu'il a passé cette, imagerie-là? Est-ce qu'il a peur de bouger? Est-ce qu'il a arrêté certaines activités? Est-ce que ça l'a rassuré? Est-ce qu'on lui a dit qu'il y avait d'autres types de traitements, d'aller voir peut-être le chirurgien, d'infiltrer? Enfin vraiment, pareil, encore une fois, une question ouverte. Je dis: «Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette imagerie-là?» Et des fois, quand il y a quelque chose de marquant, je pense toujours à la calcification parce que j'ai vu
un patient comme ça ce matin et je lui parlais beaucoup de voilà, j'ai mal à cause de la calcification qu'on voit à l'imagerie qui a été mesurée et je lui dis: «Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller mieux malgré cette calcification?» Donc est-ce qu'il arriverait psychologiquement à dépasser le cap de se dire: «J'ai une calcification, certes, j'ai une rupture ou autre, mais je peux potentiellement quand même retrouver une fonction d'épaule et en fait aller mieux, avec cette épaule-là, malgré le fait que l'imagerie me dise qu'il y a quelque chose qui puisse être, abîmé». Donc en fait, on essaie vraiment de d'échanger par rapport à ça et je crois que le bon conseil que je peux donner au kiné, c'est ne pas se dire et surtout ne pas dire aux patients: «L'imagerie, ça sert strictement à rien». Il y a des imageries qui ne servent pas à grand chose, on voit des choses dessus. Après, c'est à nous, en tant que professionnels de santé, est-ce que le critère de jugement, est-ce que ça implique une autre stratégie, enfin, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous semble plutôt bénin? Quelqu'un qui vient avec une rupture massive de coiffe traumatique à 25 ans, heureusement qu'il y a une imagerie pour le détecter et qui va nous diriger vers un autre type de prise en charge. Donc il faut, voilà, je sais pas toi comment tu réagis avec tes patients, mais moi j'essaie vraiment d'échanger là-dessus. Je me focalise pas dessus, mais j'essaie d'ouvrir en tout cas une discussion par rapport à ça, quoi. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je dis à peu près la même chose à mes patients. Ce que j'aime bien rajouter éventuellement, c'est lorsqu'ils me déposent la radio sur ma tablette, là, quand ils arrivent, je leur pose toujours la question, est-ce que vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Euh, L'idée étant derrière de mettre du sens et aussi peut-être, entre guillemets, rattraper, je mets des guillemets, ce qu'aurait pu dire un radiologue ou une radiologue, parce que bah, par chez moi, notamment, ces radiologues, j'ai plus l'impression qu'ils sont à 99% du temps dans le Ouais, ouais. biomédical et pas tellement dans le psychosocial. Euh, Ça se joue sur le fait, je crois, qu'ils voient les patients une seule fois en one shot et qu'ils ne les suivent pas derrière et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte Complètement. que les mots qu'ils vont utiliser peuvent avoir des séquelles sur les gens et peuvent créer Mm, mm, des mm. drapeaux jaunes qui vont s'ancrer et limiter le pronostic. Et donc cette histoire de l'imagerie me permet de faire une transition, un glissement vers la troisième question, justement. Tu as parlé d'un patient jeune qui viendrait avec une rupture massive de coiffe. Peut-être qu'on pourrait donner quelques petits points clés de triage lorsqu'on a une épaule très douloureuse qui arrive, parce que parfois bah, il y a des pathologies d'exclusion qui sont cachées là-dessous. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur ce qui te paraît important au niveau du triage et de l'exclusion? Ouais, bien sûr, ouais, complètement, complètement. Vu qu'on veut beaucoup de kinés veulent l'accès direct, c'est très bien et c'est une super avancée si on l'obtient. Après, c'est à nous aussi d'avoir la compétence qui va avec pour justement ne pas. Je pense pas que tous les patients qui viennent nous voir sont susceptibles de bien répondre à la kinésithérapie, que ça soit drapeau rouge ou autre. Mais moi, quand j'étais à l'école ou quand je suis sorti de l'école, j'avais l'impression que je pouvais soigner tout le monde sur tout type de pathologie. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un public qui répond mieux à la kinésithérapie que d'autres. Donc déjà, il faut aussi apprendre à trier nos patients en dehors des, comment dirais-je, des drapeaux rouges. En gros, il y a trois gros drapeaux rouges qu'on retrouve de manière assez régulière. C'est la rupture de coiffe. Donc la rupture de coiffe, c'est déjà, 90% des ruptures de coiffe sont traumatiques. Après, on a les ruptures de coiffe dégénératives. Pour moi, c'est pas un drapeau rouge. Ça veut pas dire que la kiné va répondre en première intention, mais en tout cas, voilà, patient jeune, traumatique, qui a une perte d'amplitude active, qui passivement s'abonde plutôt bien, qui n'a pas passé d'imagerie, par exemple. On a des tests cliniques, les Laxagnes, c'est des choses qui sont intéressantes parce ils ont plutôt une bonne spécificité. Donc, pour inclure le fait qu'il y ait une rupture, comment dirais-je, massive de coiffe, c'est des patients qu'on va essayer de rediriger rapidement, soit vers une imagerie, ou soit, tu vois, vers un chirurgien. J'ai l'anecdote du patient, bah, juste avant d'échanger avec toi, sur un traumatisme où il a fait un tirage, donc c'est un patient plutôt âgé, sur un tirage excessif, il a senti un craquement, il a passé une écho qui dit qu'il y a une rupture de coiffe, je fais mes laxanes, ils sont tous négatifs, les tests de coiffe, pardon, résistés répondent plutôt bien. J'ai pas de drapeau rouge, je vais pas le rediriger vers un chirurgien, on est plutôt OK là-dessus. Donc c'est plutôt les ruptures, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Généralement, ils ont l'imagerie qui va avec. Des fois, on peut voir des patients un peu comme ça en accès direct, même si c'est pas très légal, mais quelqu'un que vous connaissez un peu, qui vient vous voir, tiens, tu veux pas regarder, je suis tombé sur mon épaule. Voilà, si c'est trauma, s'il y a des limitations passives et actives en amplitude, enfin surtout en active d'ailleurs, et que vous faites vos laxagnes qui sont positifs, c'est quelque chose qu'il va falloir rediriger par rapport à ça. Après, on a la fracture. La fracture, c'est quelque chose que moi je vois, comment dirais-je, rarement, parce qu'en fait, la fracture, vous tombez, vous allez à l'hôpital aux urgences, systématiquement, ils vont vous faire passer une radio, donc
Là, on va le trouver assez rapidement, comment dirais-je, aux urgences. Il y a tous les systèmes un peu de vraie luxation, souvent, comment dirais-je, antérieure. Pareil, en accès direct au cabinet, c'est pas quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Il faut pas juste aussi démystifier, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais sur les drapeaux rouges, c'est que ça reste quand même l'accumulation de drapeaux rouges qui fait qu'on va rediriger le patient. Il y a un des drapeaux rouges, si le patient est supérieur à 50 ans, on n'exclut pas tous nos patients qui ont plus de 50 ans avec douleur d'épaule. Donc il faut vraiment l'accumulation de plusieurs choses pour pouvoir dire, OK, ce patient-là, je vais le rediriger vers un médecin, un chirurgien ou un rhumatologue, quoi. Et pour l'anecdote, j'ai reçu une patiente la semaine dernière, ça me fait penser à ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, c'est une dame qui est tombée lorsqu'elle était en vacances à l'étranger, et elle est restée 3 jours luxée. Alors je lui ai dit, mais ça devait être horrible cette douleur, et elle m'a répondu, oh oui, oui, ça me faisait mal, mais j'ai connu pire. Et elle a été voir justement son chirurgien dès qu'elle est rentrée dans l'Aube, et sur 3. Il lui a passé la radio, il a vu la luxation antérieure, il l'a réduite, et donc là, je la suis après cette période-là, et elle récupère à une vitesse incroyable. Donc parfois, méfiance, il peut y avoir des pièges, et une pathologie une pathologie qui est réputée extrêmement douloureuse, bah, chez elle, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc il y a des gens qui sortent de l'ordinaire et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur les drapeaux rouges. Un drapeau rouge, c'est pas pour exclure, c'est pour éveiller notre suspicion. Ça n'oblige pas forcément justement à référer le patient directement. Après, bien sûr, de temps en temps, c'est quand même assez visible, hein, lorsque le patient vient avec une fracture ouverte, il n'y a pas de doute sur la question. J'y repense aussi là parce que tu as parlé des ruptures massives. Parfois, on a aussi des patients qui ont des paralysies brutales qui s'installent, Oui, que ce oui. soit au niveau de la coiffe ou au niveau du dentelé. Euh, et on peut avoir des pathologies telles que le personnage Turner. Est-ce que toi, ça t'arrive de voir ce type d'atteinte lorsque tu es en accès direct? Bah, alors, pas en accès direct, mais tu vois, j'ai eu une patiente la semaine dernière suite à une vaccination Covid, avec une paralysie au niveau du nerf thoracique long. Souvent, c'est un phénomène plutôt, comment dirais-je, infectieux. Ça fait plus peur qu'autre chose. En termes de signes cliniques, bon bah là, effectivement, je sais pas si on aura l'occasion de parler de dyskinésie parce que c'est aussi un vaste sujet. Il y a beaucoup de mythes autour de ça. Pour moi, c'est les seules dyskinésies qui semblent être intéressantes, c'est d'origine, voilà, d'origine neuro. Euh, j'ai pas eu de cas non plus, comment dirais-je, extraordinaires. J'ai juste des vraies grosses instabilités multidirectionnelles où le patient levait le bras, il se subluxait un peu dans tous les sens. Ce que je disais un peu hier soir sur Instagram, où le rôle du kiné, c'est pas aussi d'avoir peur, même si des fois c'est des situations qu'on maîtrise pas trop, ou on n'a pas l'habitude de voir. Le patient, justement, il cherche aussi un peu dans notre regard, dans notre attitude ou autre, euh, une certaine réassurance et un certain encouragement sur le fait que ce qu'on va mettre en place va marcher, si on est sûr de ce qu'on va mettre en place. Donc on a aussi notre propre drapeau rouge, parce qu'on est des êtres humains avant d'être kinés. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir l'habitude de faire un peu d'épaule régulièrement, sur des situations un peu qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression qu'on réussit peut-être mieux à, tu vois, à rassurer le patient, à lui dire ça semble être tout à fait normal. J'ai l'expérience, je vois comment ça va évoluer. Il va falloir du temps, il va falloir de l'investissement. Mais du coup, on part d'une situation où peut-être moi, quand j'ai commencé à être kiné, j'aurais peut-être facilement redirigé vers un autre professionnel parce que je sentais que c'était hors cadre. Autant maintenant, je me laisse vachement de temps. Et je me laisse souvent quelques semaines de traitement pour voir est-ce que ça va dans le bon sens. Si je sens que ça va absolument pas dans le bon sens, il faut toujours savoir lâcher un peu la chose et pas de se dire c'est que grâce à moi que ça va marcher. Au contraire, plus on en parle des fois à d'autres professionnels me sait. Mais ça reste, enfin je sais pas dans ton activité à toi, mais ça reste quand même des choses plutôt rares et on voit pas des patients comme ça tous les jours. C'est très rare et je pense pas que nous soyons des exemples, hein, je mets des guillemets, enfin pour ma part en tout cas, car je suis un expert, un enseignant et j'ai souvent des kinés du coin qui m'envoient des gens, donc la probabilité que je trouve une épaule compliquée Bien est très sûr, importante. Donc la probabilité que je trouve une exclusion par rapport à bien un sûr, Q-lambda ouais, est ouais, plus forte complètement. aussi. Je pense que c'est la même chose pour toi. On a souvent des patients, ce que j'appelle de seconde main, c'est-à-dire qu'ils ont essayé un traitement qui généralement a marché, hein, mais qui n'a pas répondu suffisamment à leur attente.
D'ailleurs, des fois, ça nous met, enfin, moi, je trouve que ça met un peu plus la pression parce qu'ils attendent la chose magique en disant, tiens, je vois Monsieur Delos, on m'a dit que faisiez que ça. Et en fait, je suis absolument pas plus fort que les autres. J'ai certes un peu plus d'expérience ou quand je dis les choses, je sais où je veux emmener le patient. J'ai de la confiance en fait par rapport à ce que je mets en place, mais j'ai pas de, enfin, même dans les formations, on pense toujours à la technique magique ou à l'exercice. Tiens, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il n'y a rien de plus, c'est juste que on prend le temps et on n'a pas de on n'a pas de peur. C'est ça en fait. Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas de peur. Quand on doit renforcer, on renforce vraiment dans des amplitudes dans lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, moi, je mets pas trop de barrières dans ce sens-là, mais c'est peut-être les deux, trois choses en plus qu'on a par rapport à un kiné qui fait du très bon travail, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et un autre truc auquel je pense assez souvent et qu'il faut avoir conscience, c'est que je crois que moi, j'ai un effet placebo qui est supérieur aux autres, étant donné que je suis recommandé. À partir du moment où un Bien sûr, collègue bien sûr. recommande à un patient de venir me voir en disant c'est l'expert, évidemment, j'aurai un effet placebo ou des effets de contexte qui seront plus puissants. Et donc, il faut aussi apprendre à jouer avec Il faut le et favoriser, moi, en je avoir crois. Il faut le conscience et à favoriser. Il faut le éventuellement favoriser. favoriser l'alliance Complètement. thérapeutique en jouant là-dessus. Justement, on va passer un petit peu aux deux questions relatives à l'examen clinique. Et la première, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu fais dans ton examen subjectif? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois astuces qui te paraissent clés pour réaliser un interrogatoire pertinent lorsque tu reçois ton patient? La première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous n'arrivez plus à faire? Pourquoi vous venez me voir? Bien sûr, alors là, le patient, il va t'expliquer, voilà, toutes les choses et surtout, quels sont les objectifs? Ce qu'on manque des fois cruellement, c'est que, bon, le patient, il vient parce qu'il a des douleurs d'épaule, des choses assez classiques, mais on a l'impression qu'on va faire tout le temps la même chose avec nos patients parce qu'en fait, on ne sait pas quel est l'objectif du patient. Alors moi, l'objectif, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Qu'est-ce que vous voulez récupérer en termes d'amplitude, en termes d'activité ou autre? Et surtout, selon vous, qu'est-ce que vous devez retrouver pour que vous puissiez vous dire, c'est bon, ça va mieux? Donc il faut qu'ils me disent des choses, que je peux de nouveau mettre la main derrière le dos, je peux de nouveau faire des pompes, bref, il faut que j'arrive à avoir des choses concrètes, parce que comme tu dis, c'est un examen subjectif et que bah, j'ai mal, j'ai pas mal. On sait que la douleur, elle est un peu multifactorielle et qu'on peut pas maîtriser toutes les composantes sur cette notion de douleur. Mais nous, on est capable de faire, c'est retrouver la fonction de faire des exercices, de faire de la mobilité, de faire des activités personnelles, professionnelles, sportives. Donc, j'essaie tout de suite de cadrer un peu la chose. Alors, je laisse bien sûr le patient parler, mais à la fin de la première consultation, je dois savoir ce que le patient veut et attend de la kiné pour qu'on puisse partir, comment dirais-je, dans la même direction. Donc ça, c'est le premier point par rapport à des objectifs qu'on va se fixer ensemble. Et le deuxième point, souvent, je leur demande leur niveau d'investissement. C'est-à-dire combien de temps ils sont capables de consacrer à leur épaule ou à son épaule pour qu'elle puisse aller mieux. Je leur dis, voilà, c'est un travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sans partir sur des années. Mais je leur dis que voilà, je prends toujours l'exemple, c'est comme un régime, quoi. Il faut se motiver tous les jours ou quand on se prépare. Moi, je fais pas mal de course à pied, je prends souvent la métaphore de la course à pied. Si tu veux courir à telle allure, bah, il faut que tu aies un programme, il faut que tu aies un plan, et c'est pas en t'entraînant une fois de temps en temps que ça va aller mieux. Donc en fait, j'essaie de responsabiliser beaucoup le patient, et je leur dis, voilà, ça peut être 1 minute par jour à 20 minutes par jour. Donc on essaie de trouver un espèce de contrat fictif pour que le patient comprenne que ben, voilà, il va falloir s'impliquer régulièrement et avoir des bases, des objectifs. Le patient, il est impliqué et après, on va passer à l'examen clinique où là, on va essayer de regarder les déficits, qu'est-ce qu'il va falloir justement travailler et toujours avoir la validité du patient. Et encore une fois, c'est pas moi qui impose la chose, mais j'aime bien que le patient comprenne ce qui va pas dans son épaule pour qu'il puisse se dire en ressortant, ok, je sais ce qui va pas et du coup, je sais ce que je dois faire pour essayer d'agir sur mon épaule. Et j'aime pas trop juste, tu vois, les objectifs, j'ai mal ou j'ai pas mal. Parce que le sommeil, les peurs, le stress, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas maîtriser. Je veux dire, un patient qui est stressé dans son environnement professionnel, par exemple, euh, tu peux donner des conseils, enfin des tips, tout ça, mais tu peux pas non plus agir à 100%. Donc en fait, la notion de sensibilité à la douleur, on peut pas la maîtriser à 100%, alors que la fonction, ça, je sais que c'est notre taf et qu'on a des bons résultats par rapport à ça. Donc j'essaie de mettre ce focus justement plutôt sur la fonction que juste sur la notion de douleur. Même si, on est d'accord, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, la première plainte, c'est je viens vous voir parce que j'ai mal. Ça, c'est important. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a les mêmes patients.
Juste histoire de rajouter quelque chose, car vraiment je suis complètement d'accord avec Bien toi. sûr, Parfois, moi j'ai des surprises quand je demande les objectifs. Souvent, j'aime bien poser cette question, qu'est-ce que vous attendez de moi par rapport à votre situation? Et de temps en temps, j'ai quelques personnes qui vont me dire, bah, moi j'aimerais bien comprendre ce qui m'arrive. Et complètement. C'est ça intéressant ce que m'amuse de tu dis, dire ouais. ça parce que Mm. ils s'attendent pas forcément à ce qu'on jette sur eux, à mettre les mains, puis à essayer de leur faire des tests. Parfois, ils ont juste besoin qu'on leur explique les choses tranquillement. Et cette demande d'objectif, c'est aussi, je crois, dans le changement qu'il y a eu de paradigme dans notre pratique professionnelle ces 2 dernières années, avec le psychosocial qui est monté en puissance dans notre pratique. Et donc ce focus sur les attentes et les objectifs, le fait de questionner le patient sur son ressenti, je pense que ça a une place centrale dans l'examen subjectif et tu fais très bien de le souligner. Il faut juste faire attention, je te coupe, mais je te relance, que des fois on dit aux patients, je peux pas. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il va falloir faire de l'exercice, par exemple, sur vos douleurs d'épaule. Mais par contre, je peux pas vous dire ce qui se passe. Et je pense que ça, moi, au début, j'ai perdu des patients là-dessus parce que j'étais focus sur voilà ce qu'on va mettre en place, ceci, cela. Mais en fait, ce qu'on appelle un peu la rassurance cognitive, c'est qu'il y a certains patients, et c'est pas tous, hein, mais il y a certains patients, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe pour savoir ce qu'on va mettre en place. Et savoir ce qui se passe, c'est pas forcément dire c'est votre supraépineux, c'est votre voilà, mais est-ce qu'il y a de la raideur? Est-ce que c'est instable? Est-ce que c'est le rachis cervical? Est-ce que c'est le nerf? Enfin bref, ils ont besoin d'avoir une matière. Et ce que j'aime bien aussi leur dire, à la fin de la consulte, c'est maintenant comment vous allez expliquer ce que vous avez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos amis, pour savoir s'ils ont corticalisé la chose. Et je trouve que depuis que j'explique plus aux patients ce qui se passe, avec des termes, on essaie de pas mettre des termes trop nocebo, mais des termes voilà simples, compréhensibles. Et bah derrière, j'ai une meilleure alliance thérapeutique que tomber tout de suite, bon, ok, t'as mal à l'épaule, ok, on va faire des exercices et ça va aller mieux. Je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde, ce genre de raisonnement. Yes, yes, je suis d'accord avec toi. Si on va un peu plus loin maintenant dans l'examen physique, est-ce que toi, il y a des choses qui te paraissent vraiment centrales et fondamentales dans ta pratique quotidienne? Euh, Bah, quoi qu'il advienne, faire un bilan articulaire, est-ce que le patient a toute sa mobilité, oui ou non? Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être fait de manière systématique, basique. Et quand je dis la mobilité, je vois peut-être un peu trop facilement juste la flexion, l'abduction. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le volet rotatoire, donc sur la rotation externe, sur la rotation interne, où là, il y a une implication de la coiffe, une implication du système capsulo-ligamentaire qui est assez important, et que analyser de manière importante et précise le volet rotatoire, je pense que c'est une des clés où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu vois, par exemple, les patients que j'ai qui ont déjà fait un traitement en amont, je retrouve beaucoup de choses dans ce volet rotatoire qui n'a pas été travaillé, comment dirais-je, en amont. Faire comment dirais-je, des tests résistés, tout simplement avec capteur de force ou pas, à vrai dire, mais analyser la coiffe dans différents secteurs, euh, la coiffe postérieure en course interne, en course moyenne, en course externe, le subscapulaire exactement dans les mêmes courses. C'est une fonction qui est importante, cette coiffe des rotateurs, dans l'ensemble des tableaux cliniques. Donc c'est important de voir comment elle réagit à l'effort. Est-ce qu'elle est douloureuse? Est-ce elle reproduit des symptômes? Est-ce qu'elle est fatigable à la répétition? Donc ça, c'est un point important. Analyser aussi les muscles périscapulaires parce que sans sonnette externe, on a des difficultés à lever le bras en l'air. Donc analyser tout ce qui est trapèze, dentelé. Est-ce qu'il n'y a pas de la raideur également périscapulaire? Donc sans rentrer dans le détail, tu vois, des tableaux cliniques, mais sur tout type d'épaule, avoir ces analyses systématiquement de mobilité. Est-ce qu'il y a de la raideur, oui ou non? Au niveau de la force, dans tous les secteurs. Et généralement, dans le retour des patients que j'ai, c'est qu'on fait beaucoup de choses dans des secteurs en course interne ou en course moyenne, tu vois, de la coiffe en bas du corps isométrique avec un élastique, alors qu'en fait on se rend compte que il va falloir aller chercher dans différents secteurs et des fois on va tester les coiffes dans les secteurs d'utilisation, donc demandez à vos patients, voilà, montrez-moi dans quel secteur c'est douloureux, et puis à partir de ce moment-là, ben, on vient analyser la coiffe justement dans ce secteur-là. Après, il y a tout plein d'autres choses à faire, mais si on veut avoir déjà une base, je pense que déjà cette base-là pourrait commencer par là, quoi. Ouais, je note que tu n'as pas parlé des tests orthopédiques et ça me fait plaisir que tu en aies pas Oui, parlé parce que je,
Mais je peux en Parce que parler je avec croise encore plaisir, hein. beaucoup de kinés qui pensent qu'il faut faire des tests orthopédiques d'inclusion au tout début de l'examen clinique et qu'on est obligé de les avoir pour traiter quelqu'un. Et assez paradoxalement, lorsque je les questionne en leur disant ok, tu as fait un test de NIR, il est positif, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, ils regardent leurs pieds et ils ne savent pas vraiment comment l'interpréter. En tout cas, en faire quelque chose. Donc très rapidement, parce que je pense qu'on pourrait tenir 2 heures là-dessus, ton avis sur les tests orthopédiques? Je suis d'accord avec toi. Je vais pas. Euh, Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté un peu extrémiste. C'est soit je fais, soit je fais pas. Je trouve que dans la globalité, il y a toujours un juste milieu comment dirais-je, à trouver. Euh, Dans certaines pathologies, je pense notamment à la chromio-claviculaire, il y a des clusters de tests qui permettent d'inclure plus facilement un certain type de tableau clinique. En fait, les tests orthopédiques, ils ont été décrits pour les douleurs liées à la coiffe et on voulait isoler la coiffe pour voilà, savoir quelle était la structure impliquée. Et on se rend compte que dans d'autres tableaux cliniques, je pense aussi au cluster d'instabilité, ces tests-là apportent quand même une réponse. Mais c'est encore une fois, c'est un élément de réponse et je peux pas juste faire 4 tests et dire voilà, c'est sûr, vous avez ça. Il y a d'autres éléments, comment dirais-je, à prendre en compte. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, comment dirais-je, à garder. Et je pense aussi c'est un bon moyen de d'évaluer votre patient. Ou tu parlais du test de NIR. Voilà, je vous fais un test de NIR. Il est douloureux, ça reproduit la douleur pour laquelle vous venez me voir, très bien. Mettons des choses en place, faisons un ou deux exercices. Tiens, vous allez me faire ces exercices-là et je vous reteste derrière. Est-ce que c'est mieux ou pas? L'idée, c'est pas de savoir si ça a modifié la structure ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner du crédit à ce qu'on vient de proposer aux patients et de se dire, bah, vous voyez, on vient faire ces exercices-là. D'ailleurs, on a l'impression que c'est un peu mieux sur ce test-là. Est-ce que vous sentez que ça vous aide? Et le patient, s'il a un retour positif sur ce test-là, même si on ne sait pas trop à quoi ça sert ce test, eh ben, ça va favoriser l'alliance thérapeutique. Donc moi, des fois, je fais des tests aux patients sans leur dire, je fais un test pour ceci, pour cela, mais j'essaie des fois, quand j'ai pas assez de matière de reproduction de la douleur, j'essaie de faire des tests qu'on m'a appris, et si j'en ai un qui reproduit la douleur, bah, je le garde en tête, je dis pas au patient voilà ce que ça veut dire, je dis voilà, quand on fait ça, ça reproduit la douleur. Et quand je réévalue mon patient après quelques semaines, c'est pas obligatoire, mais refaire ce test-là pour voir si ça va mieux ou pas. Mais je me suis rendu compte que tu as des patients qui viennent te voir en disant ça va mieux, tu refais ce test-là, il est toujours douloureux. Donc, c'est pas toujours corrélé à la fonction. Donc, il faut prendre voilà, du recul avec ça, mais je suis absolument pas pour le discours ça sert strictement à rien, on arrête ça. Ça, je suis pas trop partisan de ça parce que je pense qu'on peut en garder quand même des choses intéressantes. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite avec plein d'infos sur la prise en charge. A très vite et merci.